bonjour à tous. Merci pour cette opportunité que vous m'accordez aujourd'hui. Gilles Roux pour cette opportunité. Ce n'est pas ma première fois au Canada. Mon premier voyage, mes liens avec le Québec ont commencé il y a une quinzaine d'années. Et si j'ai appris cette langue, c'est grâce à une Canadienne qui séjournait à cette époque en France, une Québécoise, donc je garde des très bons souvenirs. Et puis en 2010, lorsque j'ai piloté une autre start-up, vous savez très bien qu'une start-up a 5% de chances de réussir. Je me suis rendu à Montréal. Et donc, j'ai rencontré des acteurs comme la Caisse de dépôt, Infrastructure Québec, la STM, la ETM, et des gens qui gèrent la ville de Montréal. Et je posais une question. Quelle est votre vision vis-à-vis aux actifs que vous avez au-dessus de la tête? Ce qu'on appelle le marché de carbone. Avez-vous une stratégie pour ça? Quelle est la feuille de route Québec pour la stratégie de carbone? Et puis finalement, on entend dans les nouvelles la semaine dernière qu'il y a éventuellement des accords entre l'Ontario et le Québec. Bref, tout ceci, tout simplement pour vous dire que on essaye de montrer une seule chose, rien d'autre. Y a-t-il une relation entre moi et la ville? C'est ce qui a été parfaitement bien expliqué, évoqué et décrit précédemment. Et quelle est la valeur que je peux percevoir en tant que citoyen? C'est la seule question qu'on veut répondre. Et donc, si je peux faire une conclusion des présentations qui ont été faites ce matin, on y revient à traitement des données, gestion des réseaux et à des couches logicielles. Bienvenue dans l'ère algorithmique. Ma vie est-il un algorithme? Comment je peux gérer ma propre identité? C'est les seules questions qu'on cherche à faire. Pour cela, vous avez un problème. Je pense que lorsqu'IBM a lancé sa campagne, sa évangélisation des villes intelligentes, en 2008, peut-être je me trompe, 2010, plus vieux. Il y a eu un déferlement de ce que j'appelle les silos verticaux. C'est tous les acteurs qui ont bâti la ville et qui tout à coup se sont dit, la ville, elle peut être différente. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette création de valeur, elle est très digitale. On est dans le monde du logiciel. C'est-à-dire qu'on est à la même époque, lorsqu'on a écrit, quelqu'un a écrit, que vous le savez bien, à la notion de l'imprimerie. On est dans un autre langage. On est dans un autre contexte. Et donc, la question, c'est savoir qu'est-ce que je peux faire en tant que citoyen. Actuellement, lorsqu'on parcourt les conférences de villes intelligentes, que ce soit ici au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie, on voit des capteurs qu'on va loger un peu partout. Et puis ensuite, on se pose la question, elle est où la place de la personne, de moi, en tant que personne? Et je reviens encore sur la logique qui a été évoquée précédemment. Est-ce qu'on est sur un mode de gouvernance dans lequel c'est le capteur et un groupe minime de personnes qui va dicter le comportement de la ville, ou est-ce qu'il y a une intelligence un peu plus large, un peu plus vaste, qui peut être captée par les personnes mêmes? Moi-même, j'ai un capteur. Je dors avec. Ces capteurs-là, c'est excellent. C'est la chose la plus performante que je peux avoir. En termes de technologie, j'ai la même calcul puissance qui a été utilisé par la NASA en 1967-68, à peu près par là. Et il va en avoir plus en plus de puissance. Ces capteurs-là, ils tracent tout ce que je fais dans 3 échelles. Le temps, l'espace et une autre échelle qui nous échappe. La valeur économique de ces données-là. Elle est captée par d'autres.
une question qu'on se pose souvent lorsqu'on a la chance de discuter avec des villes. Vous savez très bien qu'une start-up est rarement reçue par les villes. C'est un des défis, je dirais, c'est une des barrières à l'entrée que nous avons. Mais nous avons parcouru des villes canadiennes, nous avons rencontré des villes européennes, et je suis né dans un pays qu'on appelle aujourd'hui émergent, mais qui était pauvre il y a 20 ans, qui s'appelle la Colombie. Et on y voit et on y retrouve les problèmes d'urbanisme. Ce sont des villes qui n'ont pas eu des équipes de planification urbaine. Ce sont des villes qui se sont construites par des agrégations géographiques, sans aucune planification, dans le désordre. Tel qu'on le voit dans cette photo-là. C'est une ville qui recouvre à peu près 10 millions de personnes, c'est-à-dire dans un seul espace, on a la concentration de la population urbaine canadienne. Montréal, Toronto, Vancouver, dans un seul espace. Complètement entouré de problèmes de sécurité, de gestion de l'espace, tarification de l'estationnement, les problèmes liés à la gestion de ce qu'on appelle les ressources, l'eau, le gaz, l'électricité. Une concurrence accrue en matière de mobilité. Comment on fait la régulation avec une société qui a réussi à mettre en place un autre service de mobilité, Uber, et qui capte la valeur locale, tout en étant en Californie. Et donc, la seule question qu'on cherche à comprendre en tant que start-up, quelle est la place des personnes? En tant que Canadien, j'ai 3 types d'identité. J'ai un document qui m'a été octroyé par le gouvernement canadien et qui dit que j'habite à un espace précis, l'adresse. Dans mon disque dur, à la maison, j'ai accès à mon génome. J'ai séquencé mon génome. Je suis curieux. Je voulais savoir. Et puis aujourd'hui, ça coûte 300, 400 $, voire 500 $. J'ai accès de plus en plus à un univers qu'on appelle l'identité. Ce que vous voyez ici, c'est une sorte d'architecture, c'est une photo Internet. Ça a été présenté à Davos en mars 2012, lors du World Economic Forum, et qui montrait bien que moi, en tant que personne, j'ai une valeur, j'ai un actif, et cet actif, il m'était inaccessible, c'est-à-dire que je n'ai pas un outil qui me permet de le gérer. Donc on voit bien que c'est une émergence, pas simplement dans les villes, pas simplement pour faire du crowdsourcing, mais c'est quelque chose qui m'appartient. Et on va aller un peu plus loin. Imaginons qu'on a la ville du Québec, Montréal ou d'autres, et qu'on installe des capteurs. Quelle est ma place dans ce type de territoire? Et donc, d'un côté, les équipes de la ville, et d'un autre côté, mon identité. Lorsqu'on a posé le problème, et qu'on discute avec des élus, notamment en Ontario, on essaye de montrer un modèle dans lequel chaque personne a accès à un outil. Un outil, c'est une plateforme, c'est un logiciel. Lorsque vous créez un compte, que vous y accédez à ces comptes, vous allez découvrir ce que c'est votre identité. Mon identité, c'est mon nom, mon prénom, ma date de naissance, ce que je fais, ce que je ne fais pas, ce que j'aime pas, si j'aime le sport, le tennis, si je me déplace en bus, si j'ai un véhicule, des tas de choses sur moi. Et on est allé à la rue poser la question, à Toronto. On s'est dit, on allait voir, on va poser une seule question. Et peut-être que je vais profiter de l'occasion pour que vous me donniez des réponses plus tard. Quelle est la valeur de vos données? Quelle est la valeur économique en dollars canadien? Et on a posé cette question à Toronto, on a interviewé beaucoup de personnes. Une société américaine a lancé la même enquête en 2014 auprès de 10 000 Canadiens. Et ils ont essayé de trouver un prix économique. Un opérateur de téléphonie mobile en Europe a lancé la même question. La réponse a été « Votre nom, votre prénom, c'est 12 € dans un marché européen ».
Mais lorsqu'on s'attaque à ce type de problème, essentiellement, on s'attaque à deux choses. La première, c'est d'avoir l'outil dans la main. Et la deuxième, c'est qu'on est dans une logique de 90-95%, où ce sont les brokers qui captent cette valeur économique et qui sont capables d'agréger et de capturer des données personnelles. Lorsque j'utilise mon téléphone portable, souvent, si vous avez des applications comme Facebook ou autres, ils ont une connaissance parfaite de ce que vous faites. Si vous utilisez des navigateurs, ils ont une connaissance incroyablement parfaite de ce que vous faites. Mais entre les navigateurs, entre les opérateurs téléphones, il y a tout un monde des sociétés. Il y a une société aux États-Unis qui s'appelle Axiom, qui regroupe à peu près 2000, 3000 critères à propos de chaque personne. Donc, si je sais que j'habite un espace donné et que je suis dans un territoire donné, je sais pertinemment que ma donnée, elle doit forcément être intéressante pour les personnes qui gèrent le territoire. Et donc, on cherche à comprendre quelles sont les liaisons entre mon univers et ce qu'on appelle la donnée urbaine. Dans le stockage des données de la ville, il peut y avoir des données personnelles. C'est des captures des données qui ont été collectées par la ville, mais qui parfois appartiennent à une personne, le code postal. Je crois que c'est illégal au Canada d'utiliser le code postal y compris la ville. Donc, on doit avoir accès à ce type de choses. Donc, on a fait une liste. Un exemple concret, c'est l'histoire du compteur intelligent. C'est un objet qui est dans un espace privé et sur lequel je dois y décider à quel moment je transfère ou je donne accès à ces informations. Et donc, il va y avoir de plus en plus de capteurs sur lesquels je considère que je peux avoir une maîtrise des données, de mes données. Et donc, on s'est posé une deuxième question à résoudre. Est-elle une marque? Est-ce que la ville elle a une réputation? Est-ce qu'elle a une histoire? Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier? Et donc, on essaye de comprendre si on construit ce type de plateforme et qu'on bâtit une plateforme, une application, que ce soit web ou mobile, est-ce qu'il peut y avoir des liaisons entre les services, pas simplement de l'aménagement, mais des équipes qui gèrent la ville? Par exemple, une des liaisons pourrait être ce qu'on appelle l'open data. C'est de la mise à disposition des données territoriaux et sur lesquelles je peux également participer. C'est tout ce qui a été évoqué précédemment dans la façon comment je peux construire ou je peux co-construire des solutions pour favoriser les infrastructures de la ville ou de l'endroit où je réside. Donc concrètement, ce qu'on est en train de faire, c'est de construire une plateforme sur quatre étapes dans laquelle chaque personne peut construire son identité, bâtir sa réputation pour essayer de faire une seule chose. Si on imagine qu'il y a 100, 200 ou 500 ou 1000 critères d'identité et que chaque critère a un prix, chacun d'entre vous doit être en mesure de pouvoir décider si je vais louer mon identité ou je vais tout simplement l'offrir. Mais en tout cas, j'ai un contrôle qui me permet de jouer avec ça. Ça peut être avec la ville, ça peut être avec une entreprise privée, ou ça peut être entre personnes. La deuxième partie sur laquelle on travaille, c'est une interface graphique qui va permettre d'accéder à un compte. La donnée, c'est comme les dollars. Si elles ont une valeur économique, j'ai accès à mon compte et je gère mon actif. Donc, je peux très bien voir quelles sont les tendances. Par exemple, à la ville de Québec, s'il y a 10 000 personnes qui aiment le tennis, ce sont 10 000 personnes qui vont lever la main et probablement qu'une société privée va dire « j'ai un service, j'ai un produit pour cette population ». Donc, il y a une mise en relation directe et juste pour avoir un échange d'informations, il y a une transaction financière. Et donc, on essaye de voir de quelle façon
un nombre important de personnes qui, à travers de cette plateforme, se connectent, peuvent interagir avec les services de la ville. Ce que j'ai évoqué précédemment, une jauge qui va indiquer la valeur mensuelle ou hebdomadaire de ce que je peux percevoir. Et un exemple de ce qui pourrait être. Donc, Mary, c'est quelqu'un qui interagit avec des personnes, avec des entreprises privées ou publiques, mais il y a également des personnes qui s'intéressent à Mary. Et donc, il y a tout un monde des échanges. Je vous remercie de votre temps. Si vous avez des questions, volontiers pour répondre. Merci.